Si vous aviez survécu à votre propre mort et que la mort vous traquait pour vous tuer, vous et vos amis, un par un, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la mort dans Destination Finale 5. Ce groupe de personnes est sur le point de mourir d'une mort brutale. Sam, ici présent, participe à un séminaire d'entreprise avec ses collègues et son ex-petite amie Molly quand leur bus est arrêté par des ouvriers du bâtiment qui effectuent des travaux de réparation. Sam pense qu'il s'agit d'un arrêt normal, sans se douter que le pont est sur le point de s'effondrer et qu'il va être tué dans un accident bizarre. Sam sent une étrange rafale de vent le traverser quand le bus s'arrête. Il est accidentellement coupé par un petit éclat de métal sur le siège devant lui et la radio du bus a des interférences. Il sait que quelque chose ne va pas et Sam demande à son meilleur ami Peter s'il a senti le pont trembler. Mais ce n'est pas le cas. Pris de panique, l'homme regarde par la fenêtre et voit que le pont commence à s'effondrer. Terrifié, l'homme attrape la main de son ex-petite amie et sort en courant du bus. Mais ils sont pris au piège alors que le pont s'effondre tout autour d'eux. Candice, l'une des collègues de Sam, fait une chute mortelle du pont sur le mât d'un navire. Effrayé, l'homme court se mettre à l'abri avec son ex-petite amie et son meilleur ami alors que leur bus tombe à l'eau, tuant Isaac, un autre de leurs collègues. Sam, Molly et Peter courent pour se mettre à l'abri, mais ils doivent éviter la foule, les voitures garées, les morceaux de la chaussée et les supports de suspension du pont. Tout à coup, un gros morceau du pont s'effondre devant eux et les piège. Mais l'homme voit une poutre métallique qui relie les deux côtés du pont et guide son ex-copine pour la traverser en sécurité. Avant d'y aller à son tour, Sam aide une autre de ses collègues, Olivia, à traverser. Mais la chaussée se déplace brusquement et Olivia glisse de la poutre dans l'eau. Une voiture tombe alors du pont juste au-dessus d'elle et l'écrase. Un autre collègue, Nathan, court vers Sam pour se mettre à l'abri, mais il est empalé par un fil de fer suspendu qui se balance. Peu après, Dennis, le patron de Sam, court dans la même direction mais tombe quand la chaussée se fissure et il se rattrape aux côtés du pont. Une gigantesque citerne de goudron se renverse quand le pont se déplace et tombe directement sur le patron, le tuant sur le coup. La mort fait de ce pont son terrain de chasse, et alors que les gens courent vers la sécurité, Sam réalise que sa vie est en danger. Sam et Peter sont les deux derniers survivants, et ils n'ont d'autre choix que de sauter du pont pour se mettre en sécurité. Ils atterrissent sur une rambarde qui est à peine maintenue par l'autre côté du pont et s'y accrochent. Mais ça ne suffira pas pour les sauver. Des poteaux métalliques provenant d'un camion de construction glissent de la plateforme et transpercent le visage du meilleur ami. Quelques instants plus tard, une plaque de métal tombe et coupe le corps de Sam en deux. Mais juste avant de mourir, Sam se retrouve dans le bus comme si rien ne s'était passé de l'événement tuant tout le monde sauf Molly, et ça met fin à la prémonition de Sam. Ok, c'est absolument terrifiant. Les gens sont fauchés par la mort tout autour de Sam. Le pont s'effondre et les câbles suspendus tuent des gens à gauche, à droite et au centre. Mais il y a quelque chose que Sam peut faire pour avoir une meilleure chance de survivre. Peu importe ce que fait Sam, le pont s'effondre tout autour de lui. Et il est au milieu de tout ça. Il vaut donc mieux qu'il contrôle le moment et l'endroit où il va atterrir en sautant dans l'eau plutôt que de tomber dans les décombres qui pourraient l'écraser à tout moment. Normalement, sauter de la hauteur du pont n'est pas recommandé. Un saut de 100 mètres ou plus rend la tension de l'eau égale à celle du béton. Et mourir sur le coup est très probable. Cependant, Olivia ici présente est juste tombée et elle n'est pas morte. Son erreur fatale a été de tomber trop près du pont. Par conséquent, nous devons accepter que les règles de ce monde fonctionnent différemment des nôtres et utiliser ça à notre avantage. Si c'était moi, j'attendrais d'abord de voir si d'autres personnes sautent et s'en sortent. Si les autres s'en sortent sans être tués, j'essaierai d'utiliser différentes stratégies de plongée pour augmenter mes chances de m'en sortir vivante. Je saisirai un morceau d'épave comme une porte de voiture ou un pneu pour amortir ma chute. C'est une tactique utilisée par les survivants d'accidents d'avion, tombant d'une hauteur encore plus grande. L'utilisation d'un morceau d'épave permet de limiter l'impact sur mon corps en permettant au pneu ou à l'épave d'absorber la chute. Des parachutistes dont le parachute a lâché ont également réussi à réduire l'impact sur leur corps en minimisant la surface qui va toucher l'eau. Ça signifie que si nous gardons nos bras et nos jambes le plus près possible de notre corps, nous pourrions subir moins de dommages. La mort de Candice attire l'attention, parce qu'il y a un bateau dans l'eau manœuvré par quelqu'un pour qu'il puisse se déplacer. Le bateau sur lequel Candice tombe se déplace sous le pont quand elle meurt. Et quelques instants plus tard, quand le bus tombe du pont et tue Isaac, le bateau a déjà terminé la traversée sous le pont. À ce stade, la balustrade à la gauche de Sam, Molly et Peter n'est pas encore tombée, ce qui leur laisse suffisamment de temps et d'espace pour sauter en toute sécurité de ce côté. Si c'était moi, je sauterais de cette balustrade et une fois dans l'eau, je nagerais en m'éloignant du pont et en me dirigeant vers le bateau pour diminuer mes chances d'être tué par les gravats. Ça n'a pas non plus de sens que Sam et ses collègues traversent le pont un par un. La poutre supporte déjà un pont entier, et même si le pont s'effrite, techniquement la poutre supporte déjà le poids de tout le monde. C'est de l'acier, et plusieurs humains ne vont pas soudainement le casser. Si elle s'effondre, c'est parce que le pont entier va s'effondrer. Sam aurait pu leur sauver la vie s'ils avaient bien réfléchi, mais maintenant, ils ont trompé la mort et vont le regretter. Confus, Sam regarde autour du bus et essaie de comprendre la situation. Mais les mêmes événements se répètent. Réalisant qu'ils vont tous mourir, Sam se lève, attrape la main de Molly et dit à tout le monde qu'ils doivent descendre du bus immédiatement. Son ex-petit ami le suit, mais les autres hésitent. Ils pensent qu'il a totalement perdu la tête, et ses amis ne sortent que pour voir s'ils peuvent le convaincre de revenir.
Mais juste à ce moment-là, le pont commence à s'effondrer et le sol à s'écrouler comme Sam l'avait prédit. Et tout le monde est choqué. Sam et ses amis s'échappent in extremis, mais le reste de leurs collègues de travail connaissent une mort tragique. Cette nuit-là, Sam est interrogé par le FBI. On lui demande comment il a su que le pont allait s'effondrer avant qu'il ne se produise. Et l'agent insinue qu'il doit avoir quelque chose à voir avec l'événement pour savoir ce qui allait se passer. Après s'être vu présenter des preuves irréfutables que l'effondrement était juste un accident anormal, Sam est relâché et libre de partir. Plus tard, Sam et ses collègues restants assistent à un service commémoratif pour leurs collègues décédés. Ils sont toujours choqués que Sam ait su que le pont allait s'effondrer, et ils lui demandent comment il le savait, mais il est toujours incapable de leur donner une réponse satisfaisante. Alors qu'ils partent, Sam et Peter sont avertis par un médecin légiste flippant que la mort n'aime pas être trompée. Les deux hommes sont confus et essaient de comprendre de quoi ils parlent, mais il ne leur donne pas plus d'informations. Ils le laissent partir et Sam et Peter vont bientôt découvrir ce qu'il voulait dire exactement. Ok, c'est pas bon. Sam a déjà trompé la mort une fois. Il a été capable de voir sa propre mort exactement comme elle allait se produire. Et maintenant, il y a un gars super flippant qui lui dit des choses énigmatiques sur la mort, aux funérailles de ses collègues décédés. Au lieu de mettre ça sur le compte d'une interaction bizarre avec un taré qui essaie de me faire peur, je ne laisserai pas le médecin légiste partir. Je l'interrogerai pour voir ce que je peux apprendre d'autre. Il est déjà assez évident que quelque chose de surnaturel se passe, mais comme ça semble ridicule, il est logique que Sam et son meilleur ami veuillent prétendre que tout ça n'était qu'une terrible coïncidence. Si c'était moi, j'interrogerais davantage le médecin légiste et j'apprendrais que non seulement ça s'est déjà produit, mais que c'est arrivé plusieurs fois. Les expériences de mort imminente ne sont pas rares dans la vie réelle. Selon des rapports du National Library of Medicine, 17% des personnes qui frôlent la mort vivent ce qu'on appelle une NDE, comprenez Near Death Experience. Ces NDE peuvent aller d'une manière de voir sa propre mort à des expériences de décorporation. Les parapsychologues et les physiciens quantiques comme Brian Josephson, un physicien qui a reçu le prix Nobel de physique en 1973, ont travaillé dur pour tenter d'expliquer ces événements. Des études en biologie quantique ont montré que ce qu'on appelle l'intrication entre les photons est également présente dans les systèmes vivants tels que les bactéries et potentiellement le cerveau humain, ce qui pourrait expliquer ce qu'on appelle la télépathie du Christ, c'est-à-dire les prémonitions. Ce qui est important ici, c'est que tant les scientifiques que les gens ordinaires ont signalé que ça pouvait se produire, ce qui signifie que ce qui est arrivé à Sam était un véritable événement psychique et non une simple coïncidence. Par conséquent, il y a une chance qu'il puisse déclencher une prémonition à nouveau. Puisque la prémonition est ce qu'il a sauvé la dernière fois, être capable de voir comment et quand il va mourir avant que la mort ne frappe sera essentiel à sa survie. Les médiums et les clairvoyants sont convaincus que seules certaines personnes ont la capacité d'accéder au surnaturel, et que si elles l'ont fait une fois, elles peuvent le faire à nouveau. Puisque Sam est l'une de ces personnes, il devrait utiliser ça à son avantage. Si c'était moi, j'irais voir un médium réputé et je le testerais d'abord pour voir si c'est un vrai médium. S'il dit que je vais mourir, alors je saurai qu'il est légitime, et je le paierai pour qu'il m'apprenne à me connecter à mes capacités psychiques et à provoquer toutes ces prémonitions. Pour être encore plus prudente, j'adopterai un chat, et je l'emmènerai partout avec moi. Parce que selon les anciennes croyances égyptiennes, les chats ont une relation spéciale avec la mort, et peuvent anticiper le moment où quelqu'un va mourir. Même si ça semble ridicule et que ça ruinerait probablement ma vie sociale, quand la mort est en jeu, il vaut mieux être superstitieux que de le regretter ensuite. Sam retourne à sa vie normale, mais au lieu de travailler à l'usine de papier, il décide de poursuivre sa passion en devenant chef cuisinier. On lui propose une résidence à Paris, mais il décide qu'il ne veut pas partir avant de savoir s'il a une chance de se remettre avec son ex-petite amie. Il se rend chez elle pour lui demander pourquoi elle a rompu avec lui, mais il se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour lui après qu'elle lui ait révélé qu'elle avait rompu avec lui parce qu'elle ne voulait pas ruiner ses chances d'aller à Paris. Pendant ce temps, Peter se rend au dernier entraînement de gymnastique de Candice avant sa compétition. Elle est agitée et se plaint d'être nerveuse, mais Peter la rassure en lui disant que tout va bien se passer. Pour aggraver les choses, la clim du gymnase ne fonctionne pas et un ventilateur avec un câble défectueux a été amené pour la remplacer. Des ventilations de plafond ont également été mises à fond pour garder les gymnastes au frais. La gymnaste accomplit un rituel de chance superstitieux en tournant des élastiques autour de son poignet avant d'entrer sur le praticable. Elle casse accidentellement l'un d'entre eux et panique. Elle s'arrête et ressent le même sentiment étrange que Sam a ressenti avant que le bus ne passe sur le pont. Candice choisit de l'ignorer et commence sa performance, mais elle est loin de se douter que c'est une décision qui va la faire tuer. Une vis d'un des ventilateurs du plafond se détache et tombe sur la poutre. Sans s'en rendre compte, la gymnaste danse autour de la vis, la manquant de peu, et elle descend de la poutre sans erreur. Elle atterrit dangereusement près du câble défectueux du ventilateur qui repose maintenant sur une flaque d'eau qui s'est écoulée de l'appareil. Heureusement, elle s'en sort indemne, mais la mort est sur le point de faire son dernier geste. Candice monte sur la barre fixe dont une vis se dessert sur le côté gauche. La combinaison des pièges qu'elle a déjà évités force une autre gymnaste à trébucher et à tomber, envoyant de la craie dans le visage de Candice qui lâche ses mains de la barre fixe. Elle s'envole dans les airs, incapable de voir comment et où elle va atterrir. Et cette fois-ci, au lieu de descendre avec grâce, Candice atterrit à l'envers, se brisant le cou, le dos et à peu près tout le reste. Ça fait une mort de moins et il en reste 9 à provoquer. Plus tard, au gymnase, Sam arrive pour consoler Peter qui essaie de donner un sens à la mort de Candice. Par-dessus l'épaule de Peter, Sam croit apercevoir le médecin légiste de la cérémonie funéraire, mais il disparaît avant que Sam ne puisse le confronter.
Ok, les athlètes ont le trac de temps en temps, mais Candice vient de subir une expérience surnaturelle comme celle de Sam, qui avait eu lui aussi un mauvais pressentiment avant d'agir pour pouvoir survivre. La meilleure chose à faire est de faire la même chose ici, et de partir. C'est une situation difficile à vivre, parce que Candice n'a rien d'autre sur quoi se baser, à part un simple sentiment de peur et un élastique cassé. Cependant, quelle superstition autre que l'intuition a une cause et un effet inconnus? Ayant juste survécu à une expérience de mort imminente, Candice ignore son intuition à son propre péril. Si c'était moi, je chercherais un nouveau jeu d'élastique et je verrais si la même chose se reproduit. Ça peut paraître idiot, mais en fin de compte, les rituels d'avant-match constituent une partie importante de la routine des sportifs professionnels quand ils se préparent à jouer. Selon une étude publiée dans l'International Review of Sport and Exercise Psychology, les rituels d'avant-match ne sont pas seulement une question de superstition, mais ils peuvent améliorer les performances globales des athlètes. Ces rituels contribuent à réduire l'anxiété et donnent à l'athlète le sentiment de mieux maîtriser la situation. Ils permettent également à l'athlète de disposer de quelques secondes supplémentaires pour se concentrer et se préparer à la tâche, que le rituel soit simple ou complexe. Le fait de faire tourner ses élastiques de manière efficace a peut-être aidé Candice à se mettre dans le bon état d'esprit avant d'exécuter sa routine. La mort l'a peut-être rattrapée, mais en fin de compte, c'est une erreur humaine qui lui a fait retirer les feux de route trop tôt. De la craie venait d'être projetée sur son visage, et si elle avait tenu bon quelques instants de plus, elle aurait pu descendre sans que rien ne vienne obscurcir sa vision. Dans le cas où l'élastique aurait à nouveau cassé, ça aurait été un moyen sûr de raccrocher son juste au corps et de s'arrêter là. Sam et Peter ignorent également leur intuition. Non seulement ils ont survécu à un accident anormal, mais un autre horrible accident anormal a coûté la vie à la petite amie de Peter. Le terme accident anormal a été utilisé pour décrire les deux événements sur une période très courte. L'intérêt et la définition des accidents anormaux sont qu'ils sont hautement improbables et se produisent dans des circonstances inexplicables. C'est une autre situation où ils devraient se fier à leur intuition et essayer de poursuivre le médecin légiste pour obtenir plus de réponses sur le lien entre ces deux cas. Mais au lieu de ça, comme Candice, ils ont ignoré ces signes et ont choisi de parler d'inexplicable. Sam se rend dans les bureaux de présage pour vider ses affaires accompagné de Molly, Peter et Olivia. De l'autre côté du bureau, Isaac fouille dans les tiroirs de ses collègues décédés. Il se pique le doigt sur une punaise en fouillant dans un tiroir et trouve une carte cadeau pour un salon de massage. Il empoche la carte cadeau et sort du bureau. Le groupe ouvre quelques bières et une bouteille de whisky quand Olivia reçoit un SMS d'un ami lui disant qu'il est arrivé pour l'emmener à son rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle fait tomber un cadre photo de son bureau avec son sac. Elle le ramasse et remarque que le verre est brisé sur son visage. C'est une coïncidence effrayante, mais c'est pas suffisant pour empêcher Olivia d'aller à son rendez-vous. Isaac arrive au salon de massage et va voir la réceptionniste qui l'envoie dans une cabine et lui attribue une masseuse chinoise plutôt âgée qui prétend ne pas parler anglais. La masseuse lui met des aiguilles d'acupuncture partout et le laisse dormir pendant 30 minutes. Mais c'est à ce moment-là que la mort a décidé de passer à l'action. Alors qu'Isaac est allongé sur la table de massage, un incendie se déclare dans sa cabine et une bouteille d'alcool antiseptique tombe sur le sol. Inquiet, Isaac tente d'appeler à l'aide. Mais la roue de son lit se casse et il tombe de la table de massage. Les aiguilles d'acupuncture lui transpercent la peau. Et il reste seul, inconscient et allongé sur l'alcool alors que le feu prend de l'ampleur. Paniqué, il revient à lui et tente de retirer une aiguille de sa peau. Au moment où Isaac atteint la porte pour partir, son téléphone vibre de l'autre côté de la pièce. Il s'arrête pour le regarder, ce qui donne à la mort suffisamment de temps pour renverser une bougie à côté du téléphone sur le sol, enflammant l'alcool. Isaac est projeté en arrière par les flammes, et même si le feu ne l'atteint pas tout à fait, le choc contre le mur déloge une étagère au-dessus de lui et une statue bouddhiste tombe, lui fracassant le crâne. Ça fait 2 morts de moins, et il en reste 8 à provoquer. De retour au bureau, Peter apprend la mort d'Isaac et en parle à Sam et Molly. Les collègues se rendent sur le lieu de l'accident et y voient le médecin légiste flippant. Horrifiés par la mort brutale d'Isaac au salon de massage, les collègues commencent enfin à comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal dans toutes ces morts. Sam finit par approcher le médecin légiste qui lui explique qu'en ne mourant pas sur le pont, ils ont enfreint les règles de la mort et créé une faille dans la réalité. Ça signifie que la mort va les traquer et les tuer un par un, jusqu'à ce que les comptes soient définitivement réglés. À moins qu'ils ne décident de tuer quelqu'un à leur place. Ok, ce n'est pas un, mais 2 des collègues de Sam qui sont morts dans des accidents bizarres. Et il sait maintenant que la mort est là pour l'attraper. Et en plus de ça, il y a un ensemble de règles avec lesquelles la mort est en train de jouer, dont il n'a pas encore été informé. La bonne nouvelle, c'est que s'il parvient à comprendre ces règles, il pourra jouer à n'importe quel jeu. Tout d'abord, j'examinerai les événements qui se sont déroulés jusqu'à présent pour m'aider à mieux comprendre ce que la mort raconte, et comment nous pouvons anticiper son prochain mouvement. D'après ce que le médecin légiste m'a dit, la mort est une entité qui peut comprendre quand la réalité est déséquilibrée. La mort peut aussi faire des erreurs. Le fait que nous soyons en vie prouve qu'elle peut être battue. Je recueillerai donc l'autopsie
l'autopsie et le rapport du médecin légiste qui sont tous deux accessibles au public en vertu de la loi sur les archives publiques. L'entreprise Présage est également située dans l'État de New York, ce qui signifie que nous pouvons avoir accès aux rapports de police non confidentiels en remplissant une demande de dossier. Une fois que j'aurai examiné ces dossiers, je réaliserai qu'il y a un modèle dans la façon dont ces décès ont été perpétrés. Le rapport du médecin légiste révélera qu'Isaac a été transpercé par des aiguilles d'acupuncture et que la pièce autour de lui était en feu, mais qu'aucune de ces choses ne l'a tué. La mort de Candice a été provoquée par une descente mortelle de la barre fixe. Mais quelques instants auparavant, elle était capable d'évoluer autour de la même vis sur laquelle sa coéquipière a marché. Le rapport de police révélera qu'un fil défectueux a été exposé à une flaque d'eau en plein milieu du tapis. Les 2 fois, la mort a tendu de multiples pièges à ses victimes avant qu'elles ne soient effectivement tuées. À partir de ces informations, nous pouvons conclure que la mort a un plan A, B, C et peut-être même un Z pour nous tuer. Mais nous disposons d'une courte fenêtre de temps entre le moment où la mort se montre et celui où nous sommes tués. L'étude des stratagèmes de la mort nous aidera à utiliser ce court laps de temps pour échapper à la mort. Le problème de Candice et d'Isaac, c'est qu'ils ne savaient pas que la mort était là pour les attraper, ni quels étaient les signes à observer. La prémonition de Sam lui a permis de réaliser que la mort était juste au coin de la rue, après s'être accidentellement piqué le doigt sur un éclat de métal et avoir entendu la radio mal fonctionner. Le fait de voir les signes et les modèles de la mort peut nous aider à savoir ce qu'elle peut utiliser contre nous et à développer un 6e sens pour elle. Les parents sont exceptionnellement doués pour ça, quand il s'agit de protéger leurs enfants. Ils sont capables de voir le danger dans chaque coin d'une pièce, chaque fil sur le sol et chaque objet dangereux avant que l'enfant n'entre en contact avec lui. Ceci est dû au fait qu'après l'accouchement, l'activité de la partie amygdale du cerveau de la mère augmente dans les semaines et les mois qui suivent l'accouchement. Une amygdale renforcée rend la mère hypersensible à ces dangers. Cette hypersensibilité peut également se développer au fil du temps chez les hommes en raison des soins quotidiens qu'ils prodiguent. Si nous passons du temps jour après jour à nous entraîner à détecter ces dangers, alors que de plus en plus de nos collègues deviennent des victimes de la mort, nous pouvons entraîner notre amygdale à être hypersensible aux signes spécifiques. C'est ce qu'on appelle communément le conditionnement à la peur. Sam explique au groupe que, d'après ce que le médecin légiste vient de leur dire, Molly est à l'abri de la mort, parce qu'il a pu la sauver de la mort sur le pont. Peter se met en colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi Sam a choisi de sauver Molly avant tout le monde. À l'autre bout de la ville, Olivia se fait opérer des yeux pour corriger sa vue. Étant effrayée, le médecin donne à Olivia un ours en peluche à tenir pendant qu'il l'attache à la machine laser. Malheureusement pour Olivia, cet ours en peluche ne va pas lui apporter le moindre réconfort. Nerveuse, Olivia arrache un œil de l'ours en peluche de son orbite quand le médecin se rend compte que son assistante lui a remis un dossier incomplet. Il laisse Olivia dans la pièce, seule avec l'ours en peluche à un œil pour lui tenir compagnie. À l'extérieur, dans le couloir, une fontaine à eau bouillonne, renversant le gobelet d'eau qu'Olivia avait posé dessus avant d'entrer dans la salle d'opération. L'eau éclabousse une prise électrique avec une fiche qui mène dans la salle d'opération et au laser pour les yeux. La machine fonctionne mal. Et Olivia appelle à l'aide. Mais personne ne peut entendre ses cris de panique. Olivia tend la main pour saisir le bouton d'arrêt d'urgence, mais à la place, elle renverse la télécommande de la machine et allume le laser. Un rayon sort de l'appareil et atteint Olivia en plein dans l'œil. Elle se débat pour retirer sa tête de l'appareil et tente de se protéger du laser, mais celui-ci se plante dans sa paume. Inquiets, Sam et Molly arrivent au cabinet de l'ophtalmo et entendent Olivia crier. Ils font irruption dans la salle d'opération et arrivent juste à temps pour voir Olivia se libérer de la machine. Mais ils la voient trébucher sur l'œil de l'ours en peluche. Elle perd l'équilibre et traverse la fenêtre en verre, atterrit sur une voiture en contrebas et se tue. Ça fait 3 morts. Et il en reste 7 à provoquer. Plus tard, l'agent du FBI qui suivait Sam se présente et après avoir recueilli des informations dans le cabinet du médecin, révèle qu'il aurait fallu qu'au moins 5 systèmes différents tombent en panne pour que la machine fonctionne mal. Ok, il est intéressant de noter que la mort d'Olivia s'est déroulée de manière aussi élaborée que celle de Candice et d'Isaac, ce qui confirme la théorie selon laquelle il est possible d'échapper à la mort après avoir constaté qu'elle est à nos trousses. Comme Candice et Isaac, Olivia a choisi d'ignorer un désagrément mineur associé à un sentiment étrange, et elle en a payé le prix de sa vie. Pour Olivia, ce petit désagrément a pris la forme d'un cadre photo brisé, mais comme elle n'a pas fait de recherche, elle n'a pas été capable de lire ce signe lorsqu'il lui a été présenté. Cependant, d'après les observations de l'ophtalmo, il aurait été difficile, même pour le médecin, de prévoir que quelque chose allait mal tourner. Si j'étais Sam et Molly et que j'essayais de prévenir Olivia que la mort est en route pour la tuer, j'appellerais d'abord le cabinet du médecin pour empêcher la procédure de se dérouler. Sam et Molly savent clairement où se trouve Olivia, puisqu'ils s'y rendent depuis le salon de massage. Je chercherai le numéro du cabinet sur internet ou dans un annuaire et je préviendrai Olivia à l'avance. Olivia est déjà effrayée par la procédure LASIK. Il ne devrait donc pas falloir longtemps pour la convaincre de ne pas la faire. Je dirai à la réception qu'il s'agit d'une urgence, et une fois qu'Olivia sera au téléphone, je lui dirai que ma mère a subi la même intervention et qu'elle en est morte. Elle pourrait penser que c'est une blague si je lui dis que la mort vient régler un compte surnaturel. Alors à la place, je la convaincrai que je suis généralement préoccupée par la procédure LASIK. Sam et Molly lui font perdre son temps en allant à l'hôpital
l'hôpital en personne. Si j'étais Olivia et qu'un médecin me laissait seule avec la tête attachée à une machine défectueuse et que je n'arrivais pas à me détacher, je chercherais à casser la machine. Bien sûr, je devrais peut-être le payer plus tard, mais c'est mieux que de perdre un œil ou pire encore, de mourir. Je me débrouillerai d'abord pour enlever ma chaussure et j'utiliserai le talon aiguille pour poignarder le laser en verre jusqu'à ce qu'il soit complètement détruit. Je donnerai également des coups de poing et de pied sur le corps de la machine dans la mesure où mes bras et mes jambes pouvaient l'atteindre, pour repousser le rayon laser. Je prendrai ensuite mon autre chaussure et je la lancerai contre la porte de la salle d'opération ou par la fenêtre en verre pour attirer l'attention sur moi plus tôt. Olivia panique complètement et la machine la détruit elle au lieu qu'elle détruise la machine. À ce stade, nous savons également que Molly s'en tire à bon compte puisqu'elle n'est pas morte dans la prémonition. Comme nous savons maintenant que nous avons la possibilité de tuer quelqu'un à notre place et que Peter est furieux, il est difficile de savoir jusqu'où il serait prêt à aller pour vivre. Comme Sam est un homme en sursis, il est à l'abri de ses collègues et peut rester en leur présence même s'ils sont déséquilibrés. Cependant, je mettrai Molly dans le prochain avion qui quittera le pays pour de petites vacances, pour qu'aucun d'entre eux n'ait l'idée folle de la tuer et de lui voler sa vie. Rien de tel pour se détendre que d'échapper à la mort une seconde fois. L'agent du FBI demande s'ils savent ce qui cause ces décès. Et il lui explique qu'il pense que la mort est à leur trousse après avoir survécu à l'effondrement du pont. Ne sachant pas quoi penser et n'ayant pas de meilleure explication, l'agent du FBI les laisse seuls. Après s'être réconciliés, Sam et Molly rentrent chez eux ensemble. Sam reste debout toute la nuit à essayer de trouver des indices sur la façon dont ces décès se produisent. Et il finit par comprendre que tout le monde meurt dans l'ordre de sa prémonition. Mais il est trop tard. La mort a déjà mis en place des plans pour trouver Nathan, alors que Sam réalise qu'il est le prochain sur la liste. À l'usine, Nathan examine la feuille de présence de Roy où il a écrit « Fuck you » en grosses lettres. Agacé, Nathan appelle Roy pour le rencontrer dans la salle de contrôle. Mais avant que Roy n'arrive, Nathan regarde la hauteur à laquelle il se trouve par rapport au sol. Il s'arrête et remarque qu'une grue non loin d'eux a un câblage défectueux qui est sur le point de se rompre. Au lieu de bouger, Roy arrive à l'extérieur de la salle de contrôle et Nathan et lui se disputent. Et alors que la dispute s'envenime, la grue commence à se rapprocher d'eux jusqu'à ce qu'elle soit juste au-dessus de leur tête. Nathan remarque qu'à tout moment, s'il ne bouge pas, elle va s'abattre sur eux. Il essaie de l'avertir, mais Roy ne l'écoute pas. Nathan le pousse sous le crochet en voyant l'homme voler vers le sol de l'usine. Mais le crochet l'arrête en lui transperçant la tête. Roy meurt à la place de Nathan, ce qui fait 4 morts, et il reste 6 morts à provoquer. Peter, qui est de plus en plus déséquilibré, essaie d'avertir son patron de la vendetta de la mort, mais son plan se retourne contre lui. Au lieu de le croire, Dennis appelle le FBI pour signaler cette attitude suspecte, et il suit Peter jusqu'à l'usine où Sam et Molly sont arrivés pour prévenir Nathan de la liste de la mort. Peter veut absolument savoir si Nathan a tué Roy volontairement ou non, et il l'interroge. Nathan finit par admettre qu'au fond de lui, il a dû le faire exprès. Et les collègues se demandent si ça signifie que Nathan va vivre comme le médecin légiste leur a dit. À ce moment-là, une clé à molette s'approche d'un mécanisme en rotation et envoie la clé directement dans la tête de Dennis, le tuant sur le coup et confirmant la théorie du médecin légiste selon laquelle si l'un des survivants tue une autre personne, il prendra sa place sur la liste des morts et la mort passera au-dessus du survivant. Ça fait 5 morts en moins et il reste 5 morts à provoquer. Sam choisit de retourner au travail et de tenter sa chance plutôt que de tuer quelqu'un, mais en ne faisant rien, il néglige certaines options. Ok, quand Nathan tue Roy, la mort l'ignore. Et ça change la donne. Non seulement ça signifie que Nathan n'a pas à mourir, mais nous savons maintenant avec certitude qu'il existe des moyens de contourner ou de briser les règles de la mort. Cependant, essayer de tuer quelqu'un, c'est compliqué. Non seulement parce que Sam pourrait se faire prendre et passer les années qu'il a gagnées en prison, mais aussi parce que la question de savoir qui tuer est lourde de conséquences et comporte des nuances qui pourraient affecter sa durée de vie, même s'il passe à l'acte. Par exemple, si Sam tue quelqu'un dans le couloir de la mort, obtient-il toutes les années de cette personne parce qu'elle est tuée par d'autres humains avant son heure, ou alors fait-il partie du destin de l'individu? On peut dire la même chose si on entre en guerre. Si Sam tue un tas de personnes au combat, ces personnes n'étaient-elles pas déjà destinées à mourir? Et si c'était le cas, alors ça ne l'aiderait pas, et ça ne ferait qu'augmenter un peu plus son espérance de vie. Les détails du dysfonctionnement de la théorie du meurtre ne sont pas clairs. Mais si vous y réfléchissez logiquement, le pari le plus sûr dans ce scénario serait de tuer quelqu'un de très jeune, afin d'acquérir le plus d'années de vie possible. Ça signifierait que Sam devrait passer le reste de sa vie en tant que meurtrier, sachant qu'il a tué un innocent, ce qui n'est pas bon non plus. Plutôt que de me perdre dans les méandres d'une décision pour décider qui tuer, j'essaierais de piéger Peter dans un environnement à l'épreuve de la mort, comme un établissement psychiatrique, pour empêcher la mort de l'atteindre. Comme nous avons tous survécu à la mort, nous avons échappé à l'ordre naturel des choses, et par conséquent, la mort ne peut nous atteindre que d'une manière non naturelle. Si nous isolons Peter dans une chambre comme un garçon bulle, où il sera protégé de tout danger physique pour le reste de sa vie, alors personne d'autre ne sera en danger de mort. Sauver quelqu'un en enfermant Peter remet également en question 2 autres théories qui méritent d'être explorées. Puisque mon existence est considérée comme une entorse à la réalité, si je sauve un tas de gens, la mort devra aussi essayer de les tuer, afin de rétablir l'ordre naturel des choses. La même chose s'applique si j'ai des enfants. Si j'ai une tonne d'enfants, ils sont techniquement innocents du jeu de la mort, puisqu'ils n'ont pas de mort prédestinée. Mais ils ne sont pas non plus censés être en vie.
Par conséquent, si je deviens médecin et que je sauve un tas de gens ou que je fais un don à une banque de sperme, ça augmentera la quantité de travail que la mort devra faire pour effacer mon existence de la réalité. Je pourrais pousser cette tactique un peu plus loin et devenir également un donneur d'organes. En distribuant mes organes non essentiels à différentes personnes, j'aurais sauvé davantage de personnes et j'aurais également distribué des parties de moi-même dans le corps d'autres personnes. Si ces personnes étaient toujours censées recevoir des greffes, la présence de mon organe dans leur corps complique encore plus le tissu de la réalité, puisque je n'étais pas censé être vivant pour le leur donner. Ça empêche la personne de recevoir l'organe qu'elle était censée recevoir. Mais si elle n'était jamais censée mourir en premier lieu, ça crée une autre énigme pour la mort qui ne peut être conclue que par sa mort naturelle. En procédant ainsi, j'espère pouvoir déjouer encore plus les plans de la mort, jusqu'à ce qu'elle soit tellement épuisée qu'elle attendra le siècle prochain pour tenter de remettre les choses en ordre. Avant de partir au travail, Sam dit à Molly de le retrouver au restaurant après la fermeture. Sam voit des occasions pour la mort de le tuer tout autour de lui. Mais heureusement, ce n'est pas son heure. Il s'en sort indemne et dit au chef de cuisine qu'il accepte son offre de partir vivre à Paris. Il apporte un dessert à Molly et lui annonce la bonne nouvelle. Mais ils sont interrompus par Peter qui se tient devant la fenêtre du restaurant. Sam l'accueille, mais il va vite se rendre compte que c'était une énorme erreur. Peter a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Il lui dit qu'il est resté debout toute la nuit à se demander s'il pouvait tuer quelqu'un. Il a eu de nombreuses occasions, mais il est arrivé à la conclusion qu'il devait tuer quelqu'un qui méritait de mourir. Peter pointe alors une arme sur Molly, ayant décidé qu'il n'était pas logique qu'elle soit la seule à pouvoir survivre à la chute du pont. Sam jette une table devant Peter alors qu'il tire avec son arme. Sam et Molly se réfugient alors dans la cuisine pour se cacher. Sam essaie de le distraire, mais Peter n'est pas intéressé par Sam, puisqu'il est aussi un homme en sursis. Le meilleur ami tire sur une bonbonne de gaz, libérant du gaz inflammable dans l'air et assomme Sam. Il commence à allumer des gazinières pour faire exploser le bâtiment, et Molly s'arme d'un couteau. Mais alors qu'elle se retourne pour chercher Peter, l'agent du FBI arrive soudain près d'elle. Il les suivait depuis l'accident du pont, et il est entré dans le restaurant quand il a entendu le coup de feu. Molly le prévient que Peter a une arme, mais il est trop tard. L'homme tire, tuant l'agent et prenant sa vie. Avec l'agent qui remplace Peter, ça fait 6 morts de récupérer, et il en reste 4 à provoquer. Après avoir commis un meurtre, la mort passera de Peter à Sam. Mais Peter n'en a pas encore fini avec Molly. Même s'il a les années de l'agent, il ne veut pas risquer d'être dénoncé et tente à nouveau de tuer Molly, montrant ainsi qu'ils ont encore des comptes à régler. La mort pourrait tuer Sam à tout moment maintenant, mais au lieu de faire profil bas et d'essayer d'éviter les objets tranchants de la cuisine, Sam s'en prend à Peter. Il le frappe avec une casserole, envoyant l'arme sur une cuisinière allumée. Les deux hommes se battent en se jetant des ustensiles de cuisine, et Peter prend le dessus en essayant de plonger la tête de Sam dans une friteuse. Molly saute sur Peter, mais il l'éjecte rapidement de lui. Il prend un couteau de cuisine et se prépare à la tuer une fois pour toutes. Mais à l'insu de Peter, Sam a pris une lance et la plante dans la poitrine de Peter. Ça fait 7 morts, et il en reste 3 à récupérer. Ok, Peter est sur le sentier de la guerre, et rien ne semble pouvoir l'empêcher de tuer Molly. Sam fait du bon travail en repoussant Peter, mais il pourrait faire quelque chose quand Peter sort son arme pour essayer de mettre fin au combat plus rapidement. Sam sait depuis le début de son service que la mort ne vient pas pour lui. Elle a eu de multiples occasions de le tuer, mais elle ne l'a pas fait. Comme Sam le sait, plutôt que de cacher Molly dans la cuisine, je passerai à l'offensive et j'attaquerai Peter dès le début. Même si Peter a une arme, elle est inutile contre moi, puisque la mort n'essaie pas de me tuer en ce moment. Et je pourrais profiter de cette occasion pour jouer le rôle de Superman tant que je le peux encore. La mort en a également après Peter. Il y a donc plus de chances que je sois capable de le tuer quand je me défendrai contre lui. Bien que Sam ne veuille tuer personne, Peter s'est pointé avec une arme et veut tuer sa petite amie. Il est donc temps d'agir. Plutôt que d'attirer Peter dans la cuisine où les occasions de trouver de nouvelles armes ne manquent pas, je le pousserai à travers la vitre derrière lui. Si ça ne le tue pas, ça attirera au moins l'attention sur nous. Et les autres remarqueront qu'un homme armé essaie de me tuer. Jim Block, l'agent du FBI, est dehors en train de nous observer. Et il pourrait m'aider. Et même s'il n'était pas là, ce serait le bon choix. En amenant le combat à l'extérieur, on augmente les chances que quelqu'un appelle la police ou que Peter soit effrayé par la possibilité d'aller en prison. Une fois que Peter s'est vu retirer son arme, il n'y a plus rien d'autre sur place avec lequel il peut se défendre. Peter meurt de ses blessures et les lumières vacillent au-dessus de Sam et Molly. Le pistolet de la cuisinière se déclenche et la balle manque de peu Sam. Ils en concluent que Sam a pris la vie que Peter a volée de l'agent du FBI et qu'il a maintenant gagné ses années de vie. 2 semaines plus tard, pensant être en sécurité, Sam et Molly embarquent pour un vol pour Paris. Un passager indiscipliné est expulsé de l'avion, mais celui-ci décolle sans problème. Sam met la musique et se rend compte que c'est la même chanson que celle qui jouait quand le pont s'est effondré. Paniqué, Sam enlève ses écouteurs et remarque que les voyants pour attacher les ceintures de sécurité clignotent. Il se rend compte que rien n'a vraiment changé et que la mort est toujours après lui. Il se coupe le pouce sur un morceau de métal et il entend l'hôtesse de l'air dire que le passager indiscipliné est sorti parce qu'il a eu une crise de panique. Il a cru avoir eu une vision. Au même moment, Sam regarde par le hublot et assiste à l'explosion du réacteur qui fait des trous dans l'avion et arrache Molly dans les airs pour la tuer brutalement. Sam meurt ensuite d'une mort horrible quand l'avion prend feu et qu'il est brûlé vif. Ce qui fait que la mort a frappé 9 fois et qu'il ne reste qu'une seule mort à récupérer. Ne voulant pas être battu, la mort envoie la roue de l'avion de Sam sur le toit du bâtiment où se passe la commémoration de Roy, tuant Nathan et envoyant le dernier collègue de présage dans un ultime séminaire posthume.
Ça fait 10 morts et il n'y a aucun survivant. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Destination Finale 5? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.